concrétiser une structuration efficace de la silver economy. Donc, nous souhaitons vraiment qu'à terme, notamment la région Île-de-France puisse nous soutenir financièrement pour que l'on puisse continuer à rassembler tous ces acteurs. Vous avez vu qu'on a un territoire où il y a des grandes écoles qui font de la recherche. On a beaucoup d'acteurs de la recherche très puissants. On a un vivier de talents, d'entrepreneurs qui sont vraiment très nombreux et qui ont des idées très pertinentes. Nous avons des seniors qui ne demandent que cela, qu'on leur apporte des progrès très concrets, et constituer en rassemblant des acteurs qui eux-mêmes sont très fédératifs, puisque derrière Gérondif, il y a bien sûr des chercheurs, des établissements sanitaires, médico-sociaux, des structures à domicile. Silver Valley est également très, très fédérateur. Ensemble, on peut faire quelque chose de tout à fait unique dans la région pour être une sorte de guichet unique. Et ça, le mot est faible, mais derrière, on voit bien que tout la plus-value que ça pourrait ajouter au développement de cette filière et lui redonner un petit peu de boost, puisqu'on trouve tous qu'elle stagne et qu'elle a un potentiel tellement énorme. Donc, misez sur nous, si j'ose dire, aux acteurs de la région, et ainsi nous pourrons vous promettre de pouvoir accompagner de façon pertinente, efficace et robuste les entrepreneurs du point de vue scientifique, du point de vue entrepreneurial. Et il y avait aussi, je crois, un projet que vous allez développer avec Silver Valley, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors, nous souhaitons créer ce que nous avons appelé un do tank pour que tous ces acteurs qui sont aussi réunis aujourd'hui puissent continuer à dialoguer, échanger et convenir chaque année d'un plan d'action très précis, très concret, pour qu'on ne soit pas que à la différence d'un think tank, on manie des idées, c'est bien, mais derrière, il faut passer à un plan d'action. Donc, des choses très concrètes, des petits pas, mais concrets. Et puis, par ailleurs, nous souhaitons donc concevoir, mettre en œuvre, enfin, ce centre régional des preuves d'innovation. C'est aussi un projet de la CNSA, mais là, nous avons déjà les moyens, dans notre région, de le mettre en œuvre et d'être des pionniers en France. D'accord. Donc un parcours aussi d'accompagnement, hein, c'est ça, avec... ok. Titouan, mot de la fin sur vos vœux. Je vais être succinct, non, je vais compléter ce que dit Isabelle et abonder en ce sens. C'est vrai que là, on l'a fait, tout ça, ce travail-là qui vous est présenté sur justement ces preuves de marché, ces preuves entrepreneuriales, ces preuves médico-sociales et médico-économiques, on le faisait déjà de façon plus artisanale. Maintenant, là, on est assez content de vous montrer ça parce que mine de rien, c'est quand même la preuve d'une coopération entre nos deux structures pour un parcours complet. Et en fait, évidemment, nous, on pense notre but ultime, évidemment, la robustesse des projets. Donc, notre journée, même si les entrepreneurs pensent pas à nous toute la journée, nous on pense à eux toute la journée. Et ça, on le fait pas pour rien. Et là, je vais formuler mon vœu. Ça va être, j'espère, et on touche du bois si on arrivera bientôt. Ça va servir. Je reviens sur l'aide à la décision pour ceux qui vont devoir engager des ressources dans ces projets-là. Si j'avais un vœu à formuler, ce serait que une de nos startups réussisse à se déployer chez un énorme acteur grâce à toutes ces preuves qui lui sont apportées pour lui dire c'est bon. Il y a tout ce qu'il faut pour dire qu'on y va maintenant. On y va. Et alors, si on avait un énorme déploiement chez Google, Microsoft, Orange, Bouygues, chez un autre, je vous sens heureux d'un coup. Ouais. Ce serait formidable et on espère y arriver justement grâce à ça parce que là, on aura vraiment tout ce qu'il nous faut. Merci. Laetitia, dernier vœu pour que on puisse vous aider à consolider encore. Ce serait un vœu pour les autres entrepreneurs qui vont passer derrière nous, c'est de faciliter le tissage du lien entre les entrepreneurs et les territoires d'expérimentation. Alors, je fais beaucoup de pub pour InnovUp, là, mais c'est parce que ça a été quelque chose de très utile pour nous. Il y a encore trop de distance. Le concept crash que vous faites chez Silver Valley, il faudra le faire à une espèce d'échelle géante. Nous, on a commencé pour la reco vocale en collant une clé USB micro sur une pince à linge et en la clippant au col d'une infirmière dans un EHPAD. Et je n'y serais pas parvenue si j'avais pas mes entrées parce que je suis gériatre et que j'ai été médecin coordonnateur d'EHPAD. Ouais. Donc tout le monde n'a pas, faciliter ses entrées pour les uns et pour les autres. Et je pense que le Gérondif et Silver Valley y ont toute leur place.
Super. Corentin, à vous le mot de la fin. Je dirais que un modèle en France qui arrive à s'exporter à l'international, c'est un modèle qui est d'autant plus robuste. Donc si j'avais un vœu à faire, parce qu'aujourd'hui, nous, on est en plein justement dans cette analyse de marché pour définir notre stratégie de développement à l'international. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que le marché français est un peu spécifique avec son modèle basé sur des appels à projets. Et une question qu'on se pose, c'est comment ça fonctionne ailleurs, dans les autres pays, pour pouvoir aussi justement adapter notre modèle. Et c'est un effort considérable. Et je pense qu'il y a de nombreuses startups de la Silver Economy se posent les mêmes questions. Et aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé je dirais, de réponse clé en main à ces questions. Donc si jamais j'avais un vœu à faire, ce serait peut-être qu'un acteur s'en empare et puisse apporter ses réponses aux entrepreneurs, parce que je pense que ça nous serait utile à nous aujourd'hui. Oui, je pense que ça le sera à de nombreux entrepreneurs français dans les années à venir, et que ça contribuera du coup à la robustesse économique de toute la filière. Absolument, la diversification, l'internationalisation. Merci beaucoup, merci à vous, on peut les applaudir. Donc, on va demander peut-être s'il y a des questions, Titouan. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser sur ce thème de la robustesse ? Oui, je vous en prie. Il y a une question ici de Monsieur Yanou sur la robustesse. Je vous en prie. N'hésitez pas à vous lever pour qu'on vous voit aussi en ligne. J'ai beaucoup apprécié la présentation de Madame Dufour et la démarche de Gérondif et votre association avec Silver Valley dans ce do tank. Moi, je crois énormément à la notion de preuve qui peut différencier effectivement votre objectif, c'est de différencier les start-upers avec des éléments tangibles. Donc, moi, j'ai une question pour vous à Gérondif. Est-ce que vous avez suffisamment capitalisé pour commencer à diffuser des référentiels d'évaluation qui seraient très très utiles pour tous les start-upers en règle générale et pour les financeurs, comme on peut voir dans le domaine de l'automobile ou typiquement Euro NCAP. Voilà, on a un certain nombre de conditions expérimentales et de critères d'évaluation qui ont été standardisés. Alors c'est peut-être plus difficile parce qu'il y a énormément de diversité de produits et de services, mais des cadres. Comment on peut évaluer à un instant T les solutions ? Alors, c'est vrai que c'est difficile de standardiser puisque à chaque fois, une question de science nous est posée avec un critère principal, des critères secondaires. Mais par exemple, et puis nous n'existons pas depuis longtemps, donc on n'a pas non plus beaucoup depuis combien de temps ? Depuis 2016, fin 2016 en tant qu'association. Mais nous avons, par exemple, réalisé, et nous l'avons mis en ligne récemment sur notre site internet, donc il est accessible, élaborer des recommandations d'usage des robots sociaux. Donc c'est pas un robot social en particulier que nous avons évalué, c'est un panel de robots sociaux qui étaient déjà utilisés dans des structures, alors pas seulement franciennes parce que c'était trop petit, mais en France entière. Donc, tous ceux qui voudraient construire, améliorer des robots sociaux peuvent s'y référer. C'est à la fois des recommandations d'usage pour telle et telle population. Donc, le Phoque Paro ne va pas s'adresser à la même population que Qt ou que sais-je. Et donc, progressivement, nous allons aussi diffuser d'autres guides de recommandations d'usage. Par exemple, nous sommes en train de travailler sur les exosquelettes pour la prévention des TMS des professionnels. Troubles musculo-squelettiques. Oui, voilà, pour améliorer leur qualité de vie au travail. Puis après, ce sont des études ponctuelles que l'on doit faire connaître pour ensuite aussi expliquer en quoi cette étude spécifique peut avoir des enseignements plus généraux. Et ça nécessite un temps d'explication. Alors ça peut être en venant nous rencontrer ou en venant assister à nos journées scientifiques. On en a une qui est prévue en octobre prochain. Mais je pense qu'on a beaucoup à travailler ensemble, vous et nous, parce que je pense que vous avez peut-être une capacité à modéliser que nous n'avons pas forcément. Donc je pense qu'on devrait pouvoir se rapprocher pour être encore plus efficace, pour répondre aux besoins des industriels. C'est une très bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions en ligne pour plus tard ? Ok, merci beaucoup. On vous laisse rejoindre votre place. Merci Félix. Merci Félix de revenir nous joindre.
Alors, place maintenant à l'innovation sociale dans notre dernière table ronde. Qu'est-ce qu'un projet qui est socialement innovant ? On se posera la question, qui sont les acteurs de l'innovation sociale et que peuvent-ils pour améliorer encore la santé et le bien-être des seniors ? Je vous demande d'accueillir nos invités pour en discuter. Andrea Abou, venez me rejoindre, cofondateur de Ellie, Marguerite Filippini, Christiane Flouquet, Sylvie Loiseau, venez me rejoindre, bienvenue. Et Alexandra de Sèvres, bien sûr. Je vais vous céder ma place parce que vous êtes nombreux sur cette table ronde. Venez nous rejoindre, installez-vous. Vous êtes très bien là, Alexandra, si vous voulez. Vous êtes bien ? Bien installés ? Tout va bien ? Parfait. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'Andrea Abou et Alexandra, vous nous présentiez en 1 minute, pas plus, c'est le pitch, votre innovation sociale. Alexandra. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler donc de Tous en Tandem. Tous en Tandem, donc c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et qui est le premier réseau d'étudiants au service des aînés dans toutes les structures qui accueillent des seniors. En fait, ce qu'on propose, ce sont des ateliers culturels, interactifs et donc intergénérationnels pour les seniors, donc en présentiel ou également aujourd'hui plus en visio, dans toutes ces structures. On a, je dirais, 3 missions principales. La première, c'est vraiment prévenir la perte d'autonomie des seniors autour d'un lien social renforcé, d'une stimulation cognitive renforcée. Le second point, c'est développer les compétences informelles des étudiants pour essayer d'augmenter leur employabilité. Et le dernier point, c'est lutter contre l'agisme. Donc c'est vraiment le regard porté sur la vieillesse, mais le regard également des personnes âgées sur leur propre vieillesse. Donc voilà ce que je peux dire. Parfait. Vous avez, je crois, 250, tendez bien, et vous êtes à peu près, dont une centaine d'actifs, et vous êtes à peu près dans 80 villes de France, voilà, c'est bien ça ? On est dans 80 villes en France aujourd'hui, donc on a des structures qui nous accueillent de façon hebdomadaire ou bimensuelle pour faire ces ateliers culturels et interactifs. Merci. Andrea ? Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis effectivement Andrea Abou, le cofondateur du site Ellie, e2l2i.net, qui s'adresse prioritairement aux personnes âgées de plus de 60 ans et qui sera déployé et opérationnel d'ici la fin d'année 2022. Et je suis très heureux et honoré d'être à vos côtés aujourd'hui. Ellie, notre mission, c'est donc accompagner les personnes âgées de plus de 60 ans, comme je le disais, de manière personnalisée, avec simplicité, à l'aide d'activités adaptées afin de rester en bonne santé. D'un mot d'un seul, notre interface principale à l'attention des seniors se compose de 2 parties. La première, gratuite, diffuse de manière pertinente et intelligente des offres, des événements et des activités issues de nos partenaires du vieillissement actif, qu'ils soient privés, publics ou associatifs. Elle a pour vocation à servir de caisse de résonance quelque part au dispositif actuel. Et puis la seconde partie, payante, permet d'aller plus loin, notamment en ayant accès à nos propres ateliers à nous, qui eux aussi répondent aux mêmes enjeux de prévention, à savoir l'entretien de la condition physique, la condition cérébrale et le maintien du lien social. Voilà, un mot-clé chez nous, vous l'aurez compris, c'est la prévention. Avec des ateliers. Donnez-nous des exemples d'ateliers. Absolument. En partie gratuite, on peut penser effectivement aux ateliers d'inclusion numérique dispensés par certains centres sociaux avec lesquels nous travaillons. On penser aux universités permanentes de Paris pour leur dimension cérébrale, avec les cours magistraux, également l'attention de nos aînés. Et puis en partie payante, de notre côté, on peut penser cette fois-ci à des ateliers d'écriture ou d'impro théâtral. Super, merci, vous êtes parfait, vous pitchez super bien. Je vois les pros du pitch. Marguerite Filippini, prenez le micro. Là encore, pour qu'on parle bien de la même chose, qu'est-ce que c'est que l'innovation sociale ? Merci pour cette question. Alors effectivement, il y a pas mal d'éléments qui ont été abordés déjà un peu en filigrane des débats précédents. Donc pardon s'il y a des redites, mais c'est l'occasion de refaire un petit peu le point sur ce dont on parle quand on parle d'innovation sociale. L'innovation sociale, selon la définition, c'est pas moi qui l'invente, c'est le Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire. C'est une réponse nouvelle à des besoins sociaux qui seraient peu ou mal satisfaits sur les territoires. Alors pour entrer un petit peu plus dans le détail de la caractérisation de ces innovations, y a plusieurs critères, encore une fois, qui ont pu être abordés un peu en filigrane dans les échanges précédents. Le premier, c'est la réponse à un besoin social qui est caractérisé, qui est précis, qui est bien identifié.
Ça peut être une réponse comme par exemple, on l'a vu pour le Colette Club, l'identification d'un besoin social qui est la recréation d'un lien social intergénérationnel, par exemple. Un deuxième critère, c'est celui de l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par innovation ? Dans le champ de l'innovation sociale, c'est un peu particulier, au sens où on ne parle pas forcément d'innovation de rupture, d'innovation technologique. C'est une innovation qui est plutôt une forme de différenciation par rapport à ce qui existe sur le marché. C'est pas forcément des choses qui sortent de nulle part, c'est des solutions qui sont différenciantes, qui répondent de façon peut-être parfois plus efficiente à ce qui existe sur le marché. Un troisième critère qu'on pourrait aborder, c'est, et ça a déjà été évoqué dans les tables rondes précédentes, c'est la notion de temporalité, qui est assez spécifique dans la mesure où quand on parle d'innovation sociale, on parle aussi souvent de publics spécifiques, qui sont donc des bénéficiaires, des publics qui sont parfois en situation de fragilité. Et donc, cette innovation, elle se passe sur le temps long. Donc, il y a effectivement des logiques d'expérimentation qui supposent d'être vraiment au contact de ces bénéficiaires, d'aller chercher précisément à caractériser leurs besoins. Et ça se passe sur le temps long. Et de la même façon, dans la mesure de l'impact de ces solutions, ça se mesure aussi sur le temps long parce que ce sont des processus sociaux, parfois des changements d'usage, de pratiques, qui supposent de se projeter vraiment à moyen voire long terme. Et puis un dernier critère qui est aussi celui qu'on a nous à la région, c'est l'impact social bien sûr, mais potentiellement l'impact territorial, et puis notre prisme à la région, dans le cadre de notre compétence du développement économique, c'est aussi l'impact économique, et donc le fait que ces projets soient portés par des structures assez variées. Donc bien sûr, les structures de l'économie sociale et solidaire sont très actives dans ce champ-là, mais pas uniquement. Et donc, ce qu'on va regarder aussi, c'est l'impact en termes de dynamisme local que ces solutions génèrent, de coopération locale entre des acteurs publics, privés, parapublics, et puis des indicateurs aussi économiques que sont la création d'emplois, etc. Bien sûr, d'autres indicateurs. La région compte plus de 33 000, je crois, structures issues de l'ESS. Vous les soutenez, vous les accompagnez. Et il y a également une stratégie, mais on va en reparler pour la stratégie. J'aimerais que vous complétiez, Alexandra, peut-être la définition de l'innovation sociale, vue porteur de projet, vue de votre côté. Alors moi, je rajouterais un point qui me paraît important, qui est le fait qu'une innovation sociale nécessite aussi donc un changement structurel. Donc ça rejoint exactement ce que Marguerite disait, pour répondre vraiment, je pense, à un problème de fond, et un problème de fond actuel, et pour pérenniser un système comme une solution à ce problème. Donc si on va un petit peu plus loin, je donne l'exemple évidemment de ce qui peut me concerner, c'est tout ce qui est autour de l'intergénérationnel. L'intergénérationnel, on en parle beaucoup, c'est très galvaudé, mais si on parle de l'intergénérationnel encadré, accompagné, structuré, qui peut être un prémisse d'innovation sociale, dans le sens où on peut créer un marché nouveau autour. Vous donnez... Si, c'est bon. Non, si c'est bon. Excusez-moi. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, cette innovation sociale, c'est pas une solution à un besoin immédiat, mais c'est à un besoin potentiellement qui va être sur le long terme, avec une solution évidemment dans laquelle il va y avoir de l'humain, et qui va permettre de répondre à des problématiques structurelles qui vont arriver, qui peuvent être des problématiques de personnel en EHPAD, qui peuvent être des problématiques structurelles d'accompagnement des personnes âgées qui ne sont pas forcément dépendants, mais qui sont entre deux, qui ont besoin de ce lien social. On n'est pas en train de se dire, c'est pas une solution qui ubérise quelque chose, on est plutôt sur une solution dans laquelle il y a un segment qui existe avec un nombre de personnes âgées qui va exploser, mais pour ça, il faut encadrer, il faut structurer. Et je pense que ça peut faire partie, en tout cas, d'une des réponses dans l'innovation Absolument, sociale. Et toujours en lien aussi avec des politiques sociales, qu'elles soient publiques ou pas. Sylvie Loiseau, bonjour. Vous êtes responsable du développement de l'action sociale pour l'Île-de-France à AG2R La Mondiale. C'est un groupe, vous le connaissez sûrement tous, de protection sociale dont la gouvernance est paritaire et mutualiste également. Quel est votre positionnement dans le domaine de l'innovation sociale ? Qu'apportez-vous ? Alors oui, nous sommes groupe de protection sociale, donc en fait nous avons plusieurs casquettes, c'est-à-dire que nous sommes en lien directement avec les personnes pour lesquelles on verse une pension retraite complémentaire, donc avec des bénéficiaires, avec des allocataires, avec leurs familles, avec leurs ayants droit, et en même temps nous sommes institutions.
institution qui travaille pour l'intérêt général, notamment au travers des activités sociales, que ce soit au sein du groupe AG2R La Mondiale, mais aussi et principalement pour la Fédération Agir Carco, donc en retraite complémentaire. Donc en fait, on a vraiment ces deux casquettes. Et je dirais, on peut être un observateur local, justement, du trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit des demandes des familles, des ayants droit, des personnes en elles-mêmes, et en face, on essaie de trouver une solution, et finalement, on l'a pas, ou on n'a qu'une moitié, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à identifier des attentes, des besoins. Et ce que je dirais dans l'innovation sociale, parce que c'est la question, pour nous, c'est vraiment, on passe d'une... Je dirais, on le voit et on est tous autour de la table à le dire et à le redire, mais c'est vraiment répondre aux attentes et aux besoins de personnes et surtout à son usage et à son usage pérenne, qui est vraiment dans le temps. Donc voilà, je ne vais pas redire ce qui... Non, bien sûr. Mais pour nous, c'est une chose importante et on voit vraiment cette résonance en miroir. Bien sûr. Et vous avez des initiatives. Je crois que vous avez un laboratoire d'usage en lien, c'est ça, avec alors, Silver en fait, on a développé avec Silver Valley, avec d'autres, voilà, sur cette démarche sur l'usage et l'autonomie. Non, on n'en a pas beaucoup parlé ce matin. Je trouve que le mot autonomie n'est pas forcément sorti. Mais vraiment, c'est aussi donner la capacité d'agir, donner la capacité de comprendre pour les personnes. Donc, nous avons développé des différents usages. Donc, avec Silver Valley. Et puis, plus loin aussi, des labs autour des EHPAD, donc des solutions pour les EHPAD, avec plus de 30 solutions et finalement 9 qui ont été retenues. Et l'intérêt et pour nous l'importance, c'est de mettre autour de la table des usagers, des experts et puis des professionnels. Et que tout le monde puisse se parler, je dirais en vérité. Voilà, en transparence, et on a vu l'importance en simplicité du terrain. Et que chacun puisse aussi avancer, je dirais, dans vraiment ce que l'on peut construire. On avance. Donc, voilà. Christiane Flouquet, vous êtes directeur de l'Action sociale Île-de-France Assurance Retraite CNAV, administrateur du PRIF, vice-président de Silver Valley. La CNAF, je le rappelle tout de même, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse, branche retraite du régime général de la sécurité sociale, qui compte environ 2 millions à peu près de retraités, je crois, en Île-de-France. Le PRIF, mais vous nous expliquerez mieux que moi, est chargé de la prévention aux retraites en Île-de-France à travers 3 principales caisses de retraite, savoir la CNAV, la MSA et les caisses franciliennes du RSI. Mais on reviendra là-dessus. Donc justement, comment concrètement la CNAV et le PRIF soutiennent l'innovation sociale en faveur évidemment des seniors? Branchez-le peut-être, sinon on vous le remplace. Oui, c'est on mieux. Vous entend. Oui, c'est mieux. Oui, je rebondis tout de suite sur ce que Sylvie Loiseau a évoqué, effectivement, parler de perte d'autonomie. On parle d'innovation sociale au service de la prévention de la perte d'autonomie. Et l'objectif pour l'assurance retraite, c'est bien sûr, principalement, de maintenir les retraités le plus longtemps possible en bonne santé, vous l'avez dit au début, et donc d'avoir une vieillesse active. Voilà, tous les termes qu'on a pu entendre depuis ce matin, c'est l'objectif pour lequel nous déployons effectivement l'innovation sociale. Alors nous faisons sous plusieurs formats. Côté assurance retraite, nous avons effectivement développé depuis très longtemps un dispositif d'appel à projets autour de l'innovation. Alors, je ne vais pas reprendre la définition de l'innovation, elle a bien été dite, mais elle fait vraiment partie de notre corpus du cahier des charges. Et cet appel à projet, nous le faisons une fois par an. Nous le faisons depuis 3 ans maintenant avec AG2R La Mondiale. Et nous avons vraiment pour vocation de repérer des projets, de les expérimenter, parfois de se tromper. Hein, on l'a pas forcément dit, mais le droit à l'erreur, ça existe aussi dans l'innovation sociale. Dans l'innovation tout court. Dans l'innovation tout court. Principe même de l'innovation d'ailleurs, je crois. Donc ça, on assume, oui. on peut le dire. Et ce qui est bien, c'est d'expliquer après pourquoi on s'est trompé. Et puis ensuite, bien sûr, de développer des projets avec une vision qui est une des richesses. On a entendu ce matin que c'était un vrai besoin, une richesse d'atterrissage
chez des populations cibles avec lesquelles on peut travailler. Ça a été évoqué, Arpavie, les bailleurs sociaux, les centres sociaux. Enfin voilà, on est vraiment sur des ancrages territoriaux qui nous permettent de développer et de donner du sens à cette innovation sociale que nous développons. Voilà. Donc ça, c'est effectivement la partie essentielle. Donc on le fait dans ces appels à projets, on le fait aussi avec effectivement les centres sociaux, pour qui on a un appel à projet spécifique d'ailleurs, où on ces différentes pistes. Alors peut-être dire que autour de cette innovation sociale, nous nous sommes vraiment appuyés sur tous les partenaires que nous avons identifiés depuis ce matin. Il est important, parce qu'on peut rien faire seul en fait. Donc on le fait avec le Silver Valley, bien sûr, qui nous aide dans l'accompagnement. On le fait avec Médecins dans le cadre du repérage en amont. On le fait aussi avec la Croix-Rouge. Donc là, on est vraiment sur la partie repérage, accompagnement, toutes les étapes qu'on a pu identifier depuis ce matin. Et puis également ensuite avec des acteurs qui sont plus experts dans l'atterrissage. Et donc on a la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, et puis France Active, qui sont vraiment autour de notre table pour aider à favoriser la mise en œuvre des projets. Voilà. Donc ça, on est sur l'assurance retraite. Alors, le PRIF en Île-de-France, donc c'est un groupement prévention retraite Île-de-France. Vous l'avez dit, c'est un groupement interrégime. Alors aujourd'hui, il n'y a plus que la CNAV et la MSA, puisque le groupement RSI a été intégré au régime général au 1er janvier 2020, mais il est encore cher à notre cœur et ils font aussi partie, bien sûr, de notre tour de table et de notre gestion permanente, mais aussi d'autres caisses de retraite qui s'associent financièrement dans le dispositif, qui nous délèguent de la gouvernance, comme l'IRCANTEC, la CNRACL. Enfin voilà, on a pour objectif de s'adresser à tous les retraités, quel que soit leur régime. Et d'ailleurs, très bientôt, la GIRCARCO s'associera aussi à cette gouvernance-là, suivant des modalités qui restent encore à définir, mais on y arrive. C'est à venir. Voilà. Donc c'est l'ingénierie sociale, avec le PRIF. Voilà, donc là c'est l'ingénierie sociale dans la mesure où l'objectif du PRIF, c'est de mettre en place des ateliers de prévention. Donc là, c'est une des réponses. La réponse, elle est construite, c'est le lien social. Donc des ateliers dans la durée avec plusieurs thématiques de déterminants de santé, une notion de parcours très, très inclusive auquel on est attaché. Et le PRIF, au-delà de la construction de ce parcours, qui était déjà une vraie œuvre d'innovation il y a 11 ans lorsque ça a été créé, et aussi dans le souci de développer la conviction autour de la prévention. Parce qu'en fait, c'est ça une des missions du PRIF. Et là, on travaille beaucoup avec le Gérondif depuis quelques années sur des preuves de concept, des suivis de cohortes, avec tous les leviers que ça peut entraîner. Aussi les délais, parfois. Bien sûr, on en a parlé. La preuve, ça doit être prouvé, ça doit être après confirmé. Enfin voilà. En tout cas, c'est très important pour nous d'avoir ce dispositif-là de preuve de concept et d'accompagnement scientifique. Le Gérondif nous a beaucoup aidé, puisque, par exemple, lorsqu'on a mis en place pendant la période Covid des ateliers en distanciel très très vite, il était important de convaincre aussi les personnes que c'était une bonne idée. Et donc, il a fallu prouver, évaluer. Donc, l'évaluation est au cœur du dispositif du PRIF. Et en soi, c'est aussi une innovation sociale. Merci. J'aimerais vous poser à vous, Andrea et Alexandra, cette question sur les freins que vous avez rencontrés quand vous avez monté votre projet et également dans sa phase de développement. Alexandra, je vous en prie. Donc en fait, si je parle un petit peu des freins qu'on a pu avoir, je pense que depuis 2018, donc le moment où moi j'ai créé Tous en Tandem, le marché des maisons de retraite a beaucoup changé.
évidemment, il y a eu à la fois le Covid, qui a énormément fragilisé quand même ce marché, et puis la crise de confiance que nous vivons aujourd'hui dans toutes ces structures, quelles qu'elles soient. Donc EHPAD, résidence service senior, résidence autonomie, tout ça, il y a quand même une vraie... Il y a encore, voilà, merci, ça revient. Pardon. Et je dirais, ça a renversé quand même les priorités. Ça a renversé les priorités qui aujourd'hui sont le taux d'occupation, sont le personnel, avec un turnover qui est très important. Et donc, évidemment, quand on lance un projet en 2018, qu'on a le Covid, qu'on a une crise de confiance dans les EHPAD, évidemment, je pense que ça fragilise quand même un projet. Et à mon sens, tout ce qui est autour de l'animation reste quand même le parent pauvre de toutes ces structures, même si clairement, tout le monde est convaincu que ça a un impact dans cette notion d'animation qui est vraiment le fait de donner et booster la vitalité des seniors. Donc on en est convaincu, on en parle beaucoup, il y a énormément de choses et de discours autour, mais la réalité, c'est que ça reste une variable d'ajustement dans toutes ces structures. Et ça, c'est quelque chose structurellement qu'il faudrait en tout cas changer, puisque ça va rejoindre toute la notion de la prévention et de cette volonté de changer quand même le paradigme et le curseur entre le curatif et le préventif et entre le cure et le care. Donc tout ça, c'est vraiment des choses importantes. Donc je pense qu'on est aussi énormément d'acteurs, et Silver Valley est là pour le témoigner, autour de l'animation, mais finalement énormément d'acteurs sur un budget qui n'a pas augmenté depuis 2018. Donc en fait, on est de plus en plus d'acteurs à se partager un gâteau qui, lui, n'augmente pas forcément. Donc je dirais ça, c'est un des éléments malgré le besoin. Voilà. Andrea, les freins. Eh bien, écoutez, certains pensaient au début que ça allait être la fracture numérique, mais Nicolas l'a très bien rappelé. Aujourd'hui, sur la tranche d'âge à laquelle nous adressons, donc 60-75 ans, c'est, pour le dire rapidement, environ 3/4 de ces personnes-là qui se servent quotidiennement de l'outil numérique. Et a fortiori, plus nous allons avancer dans le temps, plus la fracture va s'effacer. Par ailleurs, c'était un de nos enjeux majeurs, une de nos missions principales. Et je remercie Thibaut au premier rang qui va me détester, mon associé, de faire ça, mais c'est grâce à lui d'avoir codé, d'avoir intégré justement les utilisateurs, finalement, d'avoir une approche user-centric pour dès le départ être conscient des problématiques d'accessibilité, de visibilité, de simplicité. Il veut pas. Mais voilà, allez-y. C'est revenu. Et donc, diffusé. Vous chantez une chanson si vous voulez. Alors, et puis ce marché attractif, donc par ses aspects démographiques et économiques, qui attire de plus en plus d'acteurs, et c'est tant mieux. Mais voilà, ça nécessite du coup de gagner, de conserver en visibilité. Enfin, un dernier point, puisque j'ai tendance à regarder la bouteille à moitié pleine. Davantage d'événements jour après jour auxquels nous avons la chance d'être conviés. Je pense à la coordination regroupant les acteurs du vieillissement actif, organique, qu'ils soient associatifs ou privés ou publics, organisés par la mairie du 10e, du 19e, est très précieux pour nous pour découvrir ces acteurs-là. Les différents dispositifs comme les canaux ou la plateforme Pouce mise en place par la mairie parisienne. Et enfin les clusters, et là je remercie aussi à mon tour la Silver Valley pour regrouper les acteurs et puis nous permettre surtout, je pense que c'est essentiel, de rester connectés au marché et à l'utilisateur directement, notamment à l'aide des concepts crash. Vous êtes parfait. Christiane Flouquet, qu'est-ce qu'on répond aux porteurs de projets qui trouvent que effectivement l'univers de l'innovation sociale de ces acteurs c'est compliqué à décrypter. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, peut-être là aussi voir la bouteille à moitié pleine, donc c'est déjà une bonne nouvelle qu'il y ait autant d'acteurs intéressés. D'ailleurs, on peut voir un slide là, avec des acteurs. Voilà, et donc on peut retrouver d'ailleurs ceux que j'ai cités tout à l'heure, avec qui la CNAV travaille, hein, donc Silver Valley, mais il y a effectivement le prix Silver Valley.
Ça remarche, oui. Ça remarche. Voilà, il y a Make 5, il y a France Active, enfin voilà, donc il y a la Banque des Territoires, entre autres, et puis aussi un dispositif, par exemple, national de l'assurance retraite, de l'Agir Carco, de France Active, qui est déjà aussi articulé, qui est Vivalab, donc il y a aussi le levier supérieur. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'actions. Je crois que ce qui est important, c'est donner du sens et expliquer aux différents porteurs à quoi on sert et à quel moment on peut aider. Voilà, on n'aide pas aux mêmes choses. C'est vrai que nous-mêmes, côté assurance retraite, et je pense que la G2R est un peu comme nous, on est souvent ensemble, mais on est plus sur la notion de service que sur la notion d'équipement, d'aide technique. Hein. Donc ça, c'est assez important. On a été pendant longtemps un peu les seuls à vendre l'idée de service plutôt que les seules aides techniques. Donc ça, c'est important. Et effectivement, ensuite, il faut comprendre à quel moment on doit solliciter. On a un travail à faire en interne, enfin entre acteurs, et si on est tous là aussi souvent réunis, c'est qu'on a une capacité aussi à s'organiser et à donner ensemble des règles. Je citerai aussi quand même dans les niveaux d'intervention qui aident les porteurs, mais qui les complexifient aussi, les conférences de financeurs, ça a été évoqué tout à l'heure. Mais peut-être que si on apporte des règles simples, Sylvain Vallée le dit souvent, mais le territoire local, c'est la conférence de financeurs. Le territoire régional, c'est nous, caisse de retraite et autres. Et puis après, il y a un niveau national, par exemple, tel que Vivalab. En tout cas, sur ces champs-là, finalement... Aujourd'hui, on demande les choses à peu près de la même façon. Les dossiers sont plus simples qu'avant. On évoquait tout à l'heure, quelqu'un évoquait la complexité du dossier de la bourse Charles Foy. Maintenant, le prix Silver Valley, il est plus simple. Il y a une méthodologie. Voilà. Donc, prenons les choses du bon côté. Effectivement, c'est pas toujours évident, mais peut-être c'est aussi un signal pour que les porteurs ne passent pas leur temps aussi à déposer des projets à tout le monde. Il y a un moment où la subvention n'est plus la seule solution. Et si on passe trop de temps à demander des subventions, on n'est peut-être pas assez mature pour l'ancrage. On n'a pas la robustesse dont on a parlé. Le problème de la robustesse évoquée qui peut interpeller. Absolument. Merci. Marguerite Silvigny, une chose importante, la stratégie pour l'économie sociale et solidaire de la région va être renouvelée. Comment vous allez intégrer les remarques que vous entendez, les remarques des porteurs de projets ? Oui, effectivement. Alors, c'est un exercice qu'on avait déjà fait en 2017, au début du premier mandat de Valérie Pécresse. En fait, c'est une stratégie qui découle de notre stratégie de développement économique, au sens où on considère que l'économie sociale et solidaire est un écosystème qui est porteur de solutions et qu'on doit accompagner de façon spécifique sur le territoire dans son développement. Et donc, effectivement, là, la nouveauté de ce nouveau mandat, c'est aussi qu'on a une nouvelle vice-présidence à l'ESS et aux achats responsables. Et donc, le sujet a vocation à être aussi de plus en plus porté. Et ça suppose qu'on renouvelle, donc on refait cet exercice d'adopter une feuille de route spécifique pour l'économie sociale et solidaire en Île-de-France. C'est une stratégie qu'on va proposer à l'adoption du Conseil régional en septembre prochain. Et effectivement, dans les chantiers prioritaires qu'on a identifiés au titre de cette nouvelle stratégie, il y a le soutien à l'innovation sociale. Alors, à la région, donc on a donc ce travail avec notre prisme du développement économique. On a les outils dont certains ont été évoqués déjà ce matin. Je pense notamment en matière d'innovation à InnovUp, qui a été évoqué plusieurs fois. C'est un outil qui est très performant, qui fonctionne bien, mais pour lequel on a encore du mal on constate en fait que les projets de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale au sens large sont sous-représentés. Et donc, un des chantiers prioritaires, ça va être de travailler sur cet outil-là, de l'adapter de façon à pouvoir accompagner de façon plus... Pardon, ça veut dire quoi de travailler sur cet outil-là et de l'adapter concrètement ? Oui, alors concrètement, on est en train de mener là pour l'instant un diagnostic en fait de cet outil, de bien comprendre. On a mené énormément d'entretiens avec des acteurs spécialisés de l'écosystème en matière d'innovation sociale, avec des porteurs de projets également, et beaucoup ont contribué, dont Alexandra, que je remercie au passage. Donc on est en train d'étudier précisément quels sont les freins dans cet outil et quels sont les obstacles à lever pour que ces
projets de l'innovation sociale puissent être accompagnés au mieux dans le cadre de notre politique régionale. Et donc ça, c'est un chantier qui a vocation à aboutir en 2023. Voilà, où on va faire évoluer a priori cet outil en faisant évoluer les règlements d'intervention, etc., nos critères d'intervention. Et ça donc les temporalités aussi, les fameux temps dont on a parlé, hein, c'est ça ? Absolument, il y a le temps de l'administration, mais on essaie de se rapprocher le plus possible dans nos travaux sur nos dispositifs, de se rapprocher le plus possible de la temporalité des porteurs de projets pour bien répondre aussi à cette notion de réponse aux besoins des porteurs de projets. Ouais. Et puis il y a l'évaluation aussi, hein, qui est importante. Non, oui, on a un peu parlé de ça, de l'évaluation des projets. Vous allez intégrer ça ? Oui, tout à fait. Alors, pour nous, c'est assez naturel parce que voilà. Mais avec des critères spécifiques, peut-être à l'innovation sociale. Absolument, hein. Absolument. Alors, on a déjà une attention extrêmement précise à la mesure d'impact et à l'évaluation de nos dispositifs, bien sûr, parce qu'on manie de l'argent public. Mais effectivement, sur l'innovation sociale, le fait de pouvoir préciser ces critères d'intervention, ça va nous permettre aussi de développer des critères d'évaluation et de mesure d'impact adaptés et qui sortent des grilles habituelles qu'on a pour nos dispositifs, et notamment sur ce dispositif InnovUp qu'on confie notamment à la BPI, qui sont des grilles de lecture qui sont souvent très technologiques, très techniques, et où là, pour le coup, il va falloir qu'on s'adapte à des projets qui ne cochent pas toutes ces cases-là habituelles. Ça, c'est intéressant, cette notion de projet qui coche pas toutes les cases, parce que l'innovation, et encore plus l'innovation sociale, est peut-être assez spécifique, hein, pour qu'on puisse être plus souple peut-être sur les critères. Sylvie Loiseau, vous, comment vous intégrez cet enjeu de temporalité, encore une fois, dans l'accompagnement ? Est-ce que vous vous mettez au rythme des projets, des startups qui portent les projets ? On essaye. On essaye avec notre distance institutionnelle et complexité institutionnelle, hein, donc voilà, donc on est ravis de pouvoir s'associer justement avec la CNAV pour l'appel à projet, avec aussi la région sur l'accélérateur ESS, alors sur un autre sujet que c'est l'entreprise inclusive et sociale, mais donc voilà, de pouvoir s'inscrire aussi dans le temps. On sait très bien qu'il faut s'inscrire dans le temps. Et vous donnez combien de temps, vous ? À chaque fois, on essaye on se dit, une année, c'est pas suffisant, il faut 2 ans, il faut 3 ans. Alors, c'est renouvelé, comment ça se passe ? Non, généralement, on essaye avec nos administrateurs de convaincre nos administrateurs, parce que nous ne sommes pas décisionnaires, hein, ce sont nos administrateurs, de se dire, il faut investir un peu plus dans le temps, et donc aussi accompagner l'expérimentation, le développement, valider, hein, aussi ce que l'on disait avec tous les différents ateliers et labs, mais surtout aussi après il y a ce financement, mais il y a aussi justement ce qu'on disait, c'est de travailler ensemble, de collaborer, de se mutualiser, et nous sommes en train aussi de construire et de réfléchir à construire des parcours et des dispositifs pour simplifier la vie des uns et des autres et intégrer ces services les uns après les autres. Je vous donne un exemple. Là, nous avons construit un parcours autonomie où des personnes qui nous interrogent, des familles, sur un dispositif de vie quotidienne, il y a un premier conseiller social qui peut déjà leur apporter une réponse de niveau 1, et puis ensuite, en fonction du diagnostic qui a été fait, les orienter. Alors, on parlait d'autonomie planeur tout à l'heure pour la coordination des aides à domicile. On parlait aussi de diagnostic, par exemple, d'ergothérapie, d'adaptation du logement, et qui va arriver avec aussi l'adaptation du logement avec ma prime adapt, donc tant mieux. Donc voilà, donc c'est aussi, si vous voulez, simplifier les parcours des uns et des autres, et de permettre justement à tous les porteurs de projets d'intégrer un parcours et d'avoir cette complémentarité sans être en concurrence. Donc voilà, je voudrais juste aussi vous parler d'innovation, parler d'une expérience que l'on a et auquel on a été sollicité depuis maintenant 9 mois. Nous sommes sollicités par des architectes et des urbanistes qui s'interrogent sur l'habitat des seniors. Et c'est venu par une exposition organisée à la Cité du patrimoine et de l'architecture à Paris. Donc vous voyez, c'est venu aussi par un autre biais. Et en fait, ce monde s'interroge enfin. Mais comment ils vous sollicitent ? Ils vous demandent quoi exactement ? Au départ, c'était un mécénat pour financer l'exposition sur le bien vieillir, l'habitat et le futur bien vieillir. Vous voyez. Donc en fait, c'est des choses aussi sur lesquelles, tant mieux, on peut accompagner cette innovation,
je dirais, d'autres personnes dans un autre monde, mais qui, voilà, peuvent accompagner ça. Et ça, ça fait partie aussi, nous, de l'innovation, d'accompagner d'autres porteurs extérieurs et de leur apporter notre savoir-faire, notre expérience, vos savoir-faire aussi, parce qu'ils ont l'air de découvrir le monde, mais le monde on connaît un peu, donc c'est partager aussi cette expérience. Partager ensemble, voilà. Absolument. Andrea, j'aimerais que vous réagissiez à ce que disait Marguerite Filippini sur sa nouvelle stratégie. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, d'y trouver, très concrètement ? Écoutez, beaucoup de choses ont été dites jusque-là. Je rejoins évidemment pleinement le choc de simplification qui a été évoqué en long, en large et en travers, mais qui est essentiel, avec l'identification des parcours uniques, des acteurs uniques, des guichets uniques, en limitant toujours le nombre d'interlocuteurs. Il a été évoqué également la question coûteuse et énergivore de l'expérimentation, de rester connecté au marché, et cela ne doit pas, simplifier cet accès à l'expérimentation peut se faire en parallèle du Gérondif, avec lequel nous aussi nous échangeons et qui est très précieux. Mais je pense, par exemple, de manière très concrète, à une communication, par exemple, qui serait groupée, auprès des différents centres sociaux, qui nous permettrait de gagner du temps. Je pense également à la force de prescription de la région, qui, au-delà de l'aspect financier, même si ça reste le nerf de la guerre, peut être d'une utilité redoutable sur notamment la communication, puisqu'en bon start-upper qui se respecte, nous n'avons pas un rond, si vous permettez un trait de langage châtié. Donc là aussi, on pourrait gagner en énergie et en temps et en argent, de pouvoir bénéficier non plus donc de subventions, mais de communication, et puis en notoriété, en efficacité également auprès de nos partenaires, et puis surtout auprès de nos utilisateurs, qui, il ne faut pas l'oublier, sont de plus en plus sollicités, pour ne pas dire sursollicités. D'où pourquoi pas également l'apparition d'une sorte de label qui ressemblerait à l'agrément ESUS et qui viendrait là aussi peut-être, en étant tamponné du sceau de la région, nous apporter de la crédibilité aux yeux des seniors. Et puis enfin un dernier point qui avait été évoqué justement lors d'une rencontre de coordination avec des acteurs à la mairie du 10e et que j'avais trouvé intéressant, l'idée de rester aussi connecté au marché une fois encore, avec cette idée de boîte à questions qui serait physique et numérique et qui serait disponible en permanence et qui permettrait donc non plus de rester connecté entre nous, mais surtout de donner la parole aux utilisateurs afin de les considérer, et c'est là la philosophie que nous poursuivons chez Eli, de les considérer en tant qu'acteurs et non plus en tant que spectateurs de leur avancée en âge. Donc des questions qui seraient posées par les usagers. Absolument, que ce soit des questions, des remarques, des suggestions. Alors après, évidemment, se pose les questions de qui va traiter ces questions, comment les faire remonter, mais en tout cas de laisser un point, là aussi tout en essayant de limiter évidemment les points d'entrée, mais de laisser la parole aux utilisateurs également. Je vous laisserai réagir après, on entend Alexandra, même question. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans cette nouvelle stratégie ? Et puis, ça vient d'être dit, vous travaillez sur l'agrément ESUS, vous êtes en cours d'agrément. Et pourquoi ce choix ? Est-ce que ça rejoint les désirs ? Oui, alors je pense que ça rejoint les désirs, mais ça rejoint surtout, je dirais, une exigence, pour Tous en Tandem. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. On a réalisé avec Gérondif toute une mesure d'impact sur l'ensemble de nos ateliers auprès des usagers. Et pour moi, ça paraissait assez évident de prolonger en tout cas cette démarche et d'aller au bout d'une démarche pour prouver réellement que nous avons une utilité sociale. C'est une démarche exigeante. Derrière, ça rentre dans nos statuts. Derrière, ça nous également, ça nous positionne encore plus face à l'ensemble de nos bénéficiaires, que ce soit nos tandémiens, donc ce sont nos intervenants auprès des seniors, que ce soit auprès des seniors, que ce soit auprès des animateurs, puisque pour moi, la réussite d'un projet, c'est aussi la co-construction avec les bénéficiaires. Et en fait, sans eux, je dirais, on peut avoir des très bonnes idées, mais en fait, on sera rien et on n'aboutira pas et on n'ira pas au bout de la démarche. Derrière l'agrément ESUS, en tout cas, c'est vrai qu'on en parle peu. Il y a quand même très peu d'acteurs qui ont cet agrément. Donc, j'ose espérer que c'est pas juste parce que c'est juste un feu de paille qui a été créé. Pour moi, c'est vraiment le contraire. Et je pense que l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est un élément différenciant supplémentaire qui, pour moi, je l'espère, va nous permettre de gagner en crédibilité, de gagner en notoriété et surtout de se dire, il y a du sérieux et c'est quelque chose qui est fait dans le temps avec une exigence au quotidien auprès de nos bénéficiaires. Merci. Crédibilité, notoriété, c'est important, ça revient chez nos deux porteurs de projets. Alors, vous allez intégrer tout ça ? Oui, alors effectivement, nous on a quand même
notre rôle à la région, on considère que c'est, alors évidemment, on a un rôle de financement, on investit dans des projets qui ont un impact sur le territoire, qui développent l'économie locale, qui créent des emplois, etc. Et puis on a évidemment aussi ce rôle de comment dire, notamment sur l'économie sociale et solidaire, d'animateur, d'intermédiaire, où voilà, on se donne aussi cette position de créer les bons liens entre les porteurs de projets et puis les acteurs qui sont ressources. Et donc effectivement sur tout l'aspect visibilité, crédibilité, valorisation des projets, on essaye au maximum de se positionner de cette façon, et c'est vraiment quelque chose qu'on va réaffirmer dans cette nouvelle stratégie et renforcer, notamment sur l'innovation sociale, avec voilà, cette volonté de pouvoir avoir un dispositif qui est de façon plus évidente accessible aux projets de l'innovation sociale et de l'économie sociale et solidaire, et puis pour lesquels on va faciliter l'accès de ces projets à nos outils. Donc voilà. Et puis alors vous parliez du label. Effectivement, on a entamé un peu cette démarche-là en fait pour toutes les entreprises qui sont lauréates des aides économiques de la région. Elles rejoignent ce qu'on appelle le Paris Région Business Club en bon français, et qui est voilà, un club d'entreprises. Et voilà, vous avez aussi cette comment dire, ce label région, et on a aussi la volonté de suivre les entreprises dans leur parcours de développement en Île-de-France via ce club. Donc voilà, c'est aussi des logiques qu'on intègre et qu'on a vocation à renforcer. C'est très intéressant les clubs, mais je crois que vous évoquez plus un label qui qui qualifie plus l'activité auprès des seniors, puisque ils sont sursollicités, et c'est aussi une identification qui peut paraître utile, le label senior. C'est bien ça dont vous parliez. Ouais. En tout cas, on se donne rendez-vous quand pour cette stratégie, pour en parler? Oui. Non, mais effectivement, alors il y a aussi une notion importante qui est que nous, en tant que région, on n'a pas vocation à se substituer à tous les acteurs existants qui ont aussi ce rôle de certification, de labellisation, et qui ont aussi une expertise et une crédibilité sur le sujet, à laquelle nous, on n'a pas vocation à se substituer. En revanche, effectivement, on a tout à fait ce rôle de facilitation, d'intermédiaire, de mise en valeur des projets et d'accompagnement aussi concrètement des projets, à la fois par des dispositifs de financement et puis des dispositifs d'accompagnement au sens propre. Donc voilà, effectivement, on est en tout cas à votre disposition pour continuer de co-construire aussi, d'une certaine façon, les entreprises franciliennes et les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont nos bénéficiaires directs, et donc on a aussi cette logique de co-construction avec vous, d'adaptation de nos outils, de construction de nos outils, de façon à répondre aussi aux besoins des porteurs de projets. Merci. Christiane Flouquet, les bailleurs sociaux de la région sont aussi une cible importante pour dynamiser l'innovation sociale. Comment est-ce que vous les mobilisez, et encore plus mobiliser? Oui. Alors, d'abord, pourquoi les bailleurs sociaux sont-ils importants? C'est parce qu'ils représentent et ils ont des relations privilégiées avec les vrais usagers. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément aussi beaucoup parlé depuis ce matin. La cible finale, c'est quand même la personne. Et il faut qu'elle-même soit... il faut écouter ses besoins, les devancer parfois et satisfaire. Donc on a parlé de crash test, on a parlé d'open lab, voilà. Donc le bailleur social en soi, c'est effectivement un acteur qui a une capacité de représentativité, de portage incontestable, qui a lui-même pris conscience de la démographie galopante, de la transition démographique existante et de la nécessité donc d'accompagner son public, notamment via l'adaptation du logement. Et c'est pour ça que nous sommes, côté assurance retraite, on est rentré en dialogue avec eux grâce au soutien à l'adaptation du logement, mais aussi aujourd'hui des travaux autour de la mobilisation des retraités, parce que quel que soit le bon projet de prévention, si la personne n'en a pas envie, c'est un peu compliqué. Donc le travail que nous faisons, mais nous l'avons déjà fait, nous le faisons bien avec Silver Valley depuis 2 ans maintenant. Silver Valley nous accompagne à travers une série d'ateliers de mobilisation des bailleurs sociaux, comment donner envie de faire de la prévention, comment
parler aux retraités. Voilà. Donc il y a toute cette ingénierie-là qui existe et qui est assez importante et plutôt satisfaisante, Oui. d'ailleurs. Oui, Pour oui. le moment. Et puis également, bien sûr, il y a encore plein d'actions possibles et on est en train d'évoquer avec le Gérondif également une possibilité de mettre à disposition ça s'appelle l'Open Lab, hein, c'est ça, le Living Lab. Le Living Lab, donc des aides technologiques qui pourraient être testées, appropriées par les locataires, et donc encore une fois, il y a un retour d'usage qui serait important. Donc voilà, une boîte à outils qui se structure, qui se développe pour que les usagers puissent enfin être reconnus et qu'on leur apporte les bonnes solutions. Living Lab porté par le Gérondif, hein, bien sûr. Question à Sylvie Loiseau, Marguerite et encore vous, Christiane. Est-ce que la création d'une plateforme innovation sociale et vieillissement qui puisse regrouper en fait l'ensemble des appels à projets, est-ce que ça faciliterait vos interventions, tout sur une même plateforme ? Peut-être, il faudrait qu'on en réfléchisse et voilà, et qu'on se mette autour d'une table. On le fait déjà, on le commence de plus en plus, et puis même lorsqu'on est ensemble, on travaille ensemble autour de Viva Lab, par exemple, on est déjà les uns à côté des autres, chacun en apportant son regard, son expertise, représentant aussi les bénéficiaires et ce pourquoi on est là, nos institutions ou nos structures. Donc voilà, ça commence, ça démarre. Moi, je dirais, il y a peut-être aussi y intégrer des usagers. Ça, on n'y pense pas. Voilà, on a encore nos réflexes de professionnels. Donc, intégrer les usagers autour de la table, ça serait vraiment, vraiment intéressant. On le voit, nous, dans certaines structures, dans certaines innovations, notamment, on n'en a pas beaucoup parlé. On a parlé quand même beaucoup de tech. Mais moi, je voudrais reparler sur vraiment la notion de relations humaines. C'est la vie quotidienne des uns et des autres. C'est vraiment le vivre ensemble. Je dirais, les personnes retraitées, âgées, même nous tous, on a besoin de ça. Et on passe par la tech, mais il n'y a pas que ça. Il y a le service, mais il y a l'écoute. Écoutez des personnes. La première chose, écoutez les personnes, vous résolvez déjà 50%. Alors, c'était lors de la première table ronde, on a vu des méthodologies qui étaient très très à l'écoute, quand même, des besoins. Pour revenir aussi sur les financements, etc. Nous on a au sein de la G2R La Mondiale, on s'est déjà associé, on continue à s'associer. On a monté un fonds donc un fonds innovation, mais qui est vraiment pour accompagner des porteurs de projets à forte valeur ajoutée sur 3-4 ans, mais là avec un cofinancement, c'est-à-dire que la structure apporte du financement que l'on rembourse après si sa réussite de développement et de changement d'échelle fonctionne. Donc voilà, et ça se fait avec la Banque des Territoires, avec la VISE, avec le Rameau, avec la Fondation Caritas. Donc voilà, donc c'est aussi une autre façon d'être ensemble. Alors je parlais moi d'une plateforme qui regroupe les appels à projets, Marguerite Filippini, mais effectivement le tous ensemble, vous l'avez dit et rappelé, c'est important. Oui, alors en tout cas, effectivement, sur le principe, bien sûr, après il faut déterminer bien qui fait quoi. Et voilà, en tout cas sur le principe de mettre en commun à un même endroit, voilà, c'est évidemment extrêmement utile pour les porteurs de projets qui notent le fait que l'écosystème est foisonnant, mais on a du mal à s'y retrouver, ça c'est sûr. La région, on a vraiment une logique aussi de simplification au maximum de l'accès à nos aides, etc. Puis on a aussi un enjeu de faire connaître nos dispositifs, faire connaître nos aides. Je pense que c'est un peu pareil pour tous les financeurs, les accompagnateurs autour de la table, mais voilà, en travaillant, en mettant en commun, on devient aussi prescripteurs les uns des autres. On fait connaître les dispositifs aux porteurs de projets qui n'ont parfois pas conscience qu'il y a des aides qu'ils peuvent mobiliser, même si l'écosystème est encore une fois foisonnant. Donc voilà, il y a cette logique-là qui est assez essentielle. Donc voilà. Donc une idée à creuser, Christiane Flouquet. Oui, je dis un peu la même chose, c'est-à-dire que oui, c'est vertueux, bien sûr, une plateforme, mais il faut connaître la réalité. C'est un peu comme l'idée du guichet unique. Tout le monde trouve ça bien, mais tout le monde veut être celui qui porte le guichet unique, donc c'est un peu embêtant. Chacun a ses propres logiques institutionnelles. On en a
qu'on peut certainement modifier. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas modifier. La CNAV, elle ne peut pas s'occuper de la branche famille, elle ne peut pas s'occuper des jeunes, point final. Elle peut avoir des biais par l'intergénérationnel. Enfin voilà, on a des stratégies de contournement, mais c'est un peu compliqué. Donc oui, bien sûr, dans l'absolu, en tout cas, une photographie globale, un endroit ou des endroits, je veux dire, à la limite, tout simplement, que chaque site, mais ça on le fait déjà aussi, chaque site rappelle les calendriers de tous les appels à projets de chacun. Et puis des acteurs qui accompagnent, encore une fois, comme Silver Valley, comme Médecins, etc., qui peuvent donner tous les tuyaux d'orientation. Déjà, ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Andrea, Alexandra, moi je vous laisse le mot de la fin. Ce serait déjà pas mal ? Oui, pardon. Non, mais effectivement, et on peut une fois encore remercier les acteurs qui le font déjà. Je pensais à Pouce tout à l'heure, à Silver Valley. J'ai oublié de vous remercier quand même. C'est malhonnête de ma part à G2R et la CNAV pour avoir porté justement le dispositif d'écolage auprès de Make Sense, qui nous ont permis de manière gratuite, et c'est une chance pour nous en tant que bénéficiaires, de rencontrer l'écosystème. Après, voilà, qu'il y en ait de plus en plus, il y a tout le paradoxe, vouloir limiter les interlocuteurs et en même temps concentrer les points d'entrée. Mais une fois encore, je pense qu'on est sur la bonne voie. Alexandra, je vous laisse le mot de la fin. Oui, alors moi j'irais tout à fait dans ce sens-là en disant aussi le fait d'avoir cette démarche de simplification, en tout cas pour les porteurs de projets, ça me paraît quelque chose d'en effet très important pour mettre notre énergie au bon endroit et pour nous dire n'allons pas partout, en effet, et Christiane vous l'avez rappelé, n'allons pas partout, n'essayons pas de déposer des appels à projets partout, mais essayons de nous dire finalement peut-être qu'on peut nous orienter vers tel et tel acteur ou vers telle et telle démarche ou vers tel et tel financement pour gagner du temps et pour être beaucoup plus impactant là où on doit l'être tout de suite et pas essayer de s'éparpiller partout pour bénéficier de subventions, pour essayer d'intervenir dans des lieux plus publics qui nécessitent de faire appel à des conférences des financeurs, de faire appel à des appels à projets et finalement toute cette multiplication d'énergie, et à la fin on se dit on risque de s'épuiser alors que réellement on a une énergie qui est pour la société, qui est pour les seniors avec des mesures d'impact, etc. Donc je pense que cette simplification, en tout cas, ne peut être que bénéfique. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je vous avais vu, madame. Vous avez déjà... Je vous laisse vous présenter. Attendez, on vous prend le micro et on écoute votre question. Merci beaucoup. Oui, Guylaine Lajoanine, vice-présidente de Silver Valley. Je suis intervenue à la Cité du patrimoine et justement, c'est bien normal parce qu'on a regardé ça sous l'aspect du développement durable, de l'objectif ODD, donc pour l'agenda 2030. Donc simplement, pourquoi les architectes sont intéressés à ça ? Parce que eux, ils sont dans la simplification et ils ont déjà l'expérience du HQE, c'est-à-dire dans les 3 dimensions du développement durable, économique, environnement, et on oublie le social, le sociétal. Alors, ne refaisons pas la roue, ça existe. Vous avez dans le social, le sociétal, le HS2, haute sécurité santé, parce que vous avez santé, solidarité, sécurité. Vous parlez de simplification, madame ? Oui, je parle de simplification. De parce que là, à ce moment-là, vous avez véritablement tout un référentiel qui entreprend surtout qu'on est centré sur la personne et qui répond en particulier aux seniors. Alors, ne refaisons pas la roue, ça existe. Simplement, il faut vous dire que les bailleurs sociaux en ont l'habitude. Vous avez plus de 10 000 logements qui sont déjà en HQE comme ils sont en HS2. Haute qualité environnementale. Ne refaisons pas la roue. Et ça, c'est normal. C'est-à-dire, quand on arrive à maturité, tout le monde veut le faire. Il faut simplement, et c'est ma question, est-ce que vous avez bien réfléchi à ce qui existait déjà ? Très bien. Donc, l'analyse de l'existant qui veut, en matière de certification, madame, votre question ? Oui, plutôt en label et certification. Du rassurer, des garantir, parce que c'est pas le tout. Oui, on parlait de la crédibilité, c'est ce qu'on disait. Un référentiel derrière, et derrière, il faut un tiers de confiance qui va certifier. Voilà, donc les certifications des démarches, mais je crois que Marguerite, vous l'avez abordé en disant qu'il y avait que vous allez revoir en tout cas certains indicateurs, que ce soit dans l'évaluation, que ce soit dans la démarche. J'en profite pour dire que très rapidement, que les règles ne doivent pas être. Il faut des règles, mais il ne faut pas que les règles soient des freins pour l'innovation. C'est ça.
Si, ça a l'air d'être bon. Non, effectivement, sur l'innovation sociale, on part évidemment de l'existant. Hein. On n'a évidemment pas vocation à réinventer l'eau chaude. On part des référentiels existants, on part des définitions existantes. Il y a des grilles de lecture qui existent, qui ont été affirmées à la suite de processus d'études, etc., qui sont très précises. Sur le vieillissement en particulier, alors là, je laisserai peut-être les porteurs de projets répondre, parce que c'est eux qui ont aussi cette vision des bonnes certifications, des bons labels qui vont pouvoir à un moment valider aussi la crédibilité scientifique de leurs projets, etc. Sur la crédibilisation des projets en matière d'innovation sociale, bien sûr, on part de ce qui existe et on s'inscrit dans des réflexions qui nous précèdent évidemment. Et alors, il y avait un autre élément que vous évoquiez. C'était la crédibilité de son ensemble, mais vous avez évoqué tout à l'heure le label, la démarche ESUS, qui vous semblait, vous, la plus pertinente. Donc, c'est déjà une analyse. Après, chacun, selon son modèle, le bon certificat et le bon label. J'imagine que c'est pareil pour vous aussi, Andrea. Vous avez regardé les certifications. Oui, absolument. Alors après, il y a le champ nébuleux de l'ESS. Le champ nébuleux. Absolument, parce qu'effectivement, peut s'y cacher beaucoup de choses. Alors, pardonnez, c'est... Non, mais ça vient du cœur, Voilà, ça vient du cœur. On le voit bien, des fois, nous-mêmes, il faut qu'on monte pas de blanche, quand bien même les statuts, les clauses juridiques démontrent, nous appartenons au champ de l'ESS, il y a des personnes qui en profitent et c'est regrettable pour les autres. Et puis après, effectivement, des démarches beaucoup plus... robuste, si je puis dire, comme la demande d'agrément ESUS. Et puis après, évidemment, les autorités externes, comme le Gérondif, les partenaires. Donc oui, on a étudié tout ça et on continue de le faire. Je rajouterais juste un petit point par rapport à ce que vous venez de dire. Je pense qu'en effet, il ne faut peut-être pas essayer de rajouter encore des choses à ce qui existe déjà. Parce que plus on multiplie les échelons, plus pour les porteurs de projets, en fait, on doit se dire on va devoir courir encore sur un échelon supplémentaire. Donc je pense qu'on est vraiment dans cette démarche de se dire, cette notion de simplification, c'est de se dire, prenons aussi tout ce qui existe, simplifions ce qui existe, parce qu'il y a des choses incroyables qui ont déjà été menées. Je pense que l'expérience que vous avez, elle est juste énorme, et c'est grâce à ça, en tout cas, que nous, porteurs, on peut avancer dans notre projet. C'est bien parce qu'il y a des personnes qui ont expérimenté des choses, des personnes qui ont une vue quand même d'ensemble d'énormément de projets, d'énormément de porteurs de projets, des fragilités, des éléments très, comme tout à l'heure vous parliez de marché robuste, etc. Tout ça, ça sort pas du chapeau. C'est parce que il y a toute une expérience et l'idée c'est pas de réinventer sans doute les choses, mais de structurer un peu mieux, de simplifier encore plus pour aller tous dans la même direction, parce que toutes ces forces vives ont vraiment un intérêt pour les seniors en tout cas, qui sont les premiers bénéficiaires de tout ce qu'on fait. Merci Alexandra. D'autres questions? Monsieur, je vous laisse vous présenter. On vous apporte le micro. Attendez. On va vous apporter le micro. Je vous laisse vous présenter et poser brièvement votre question. Très brièvement, je m'appelle Michel Picard, je suis un simple citoyen. Je suis chargé par mon équipe municipale de faire le compte-rendu de ces passionnantes tables rondes. Donc moi, je suis vraiment à l'échelon local de la commune ou du territoire, un territoire qui m'est très cher, Morlaix-le-Trégor. Donc je suis sur deux trucs. Je ne vais jamais pouvoir intéresser l'équipe municipale à regarder le replay de 2 heures. Donc il me faut un compte-rendu synthétique. Très bien. Quelqu'un dans la salle en a besoin, on se met ensemble. Parfait, merci. C'est très clair. Donc, si vous voulez groupe de travail lancé donc pour faire la synthèse, s'il vous plaît, des 3 tables rondes. Blague à part, on verra avec Nicolas si effectivement c'est possible. Une autre question, je vous en prie. Moi, c'est plus une remarque. Bonjour, moi je suis en reconversion professionnelle vers le secteur du grand âge et je suis actuellement à MBA à l'Institut Léonard de Vinci, direction des structures de santé et de solidarité. Je suis en stage en EHPAD. Et ma remarque, c'est de dire, oui, on parle beaucoup des seniors, mais je crois que le marché, si appelons ça un marché, ou en tout cas nos interlocuteurs vers qui on doit s'adresser, c'est non seulement les personnes en perte d'autonomie ou plutôt en besoin de lutter contre la dépendance, mais également leurs familles. Je vois trop souvent des familles débarquer, découvrir ce que c'est que la dépendance, alors que finalement leurs proches vieillissent depuis assez longtemps. Et il me semble que là, il y a une action de prévention, de sensibilisation, d'information énorme à mettre en place et qui concerne finalement à la fois les pouvoirs publics, mais également tous les acteurs de l'économie
que ce soit sociale et solidaire, mais et autres. Et il y a vraiment de l'innovation à développer dans ce champ-là. Voilà, c'est une remarque. Donc, penser senior, mais également l'entourage. L'entourage, la famille. D'ailleurs, au moment de choisir la solution, il faudra en parler avec sa famille. Donc, c'est effectivement tout un... absolument. Et plus en amont. Monsieur, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je suis Goran Todorovic, je suis un acteur dans l'univers médico-social depuis plusieurs années. C'est madame qui m'a ouvert la possibilité de poser une question. Je ne sais pas si j'ai une question, si c'est une remarque. J'ai deux observations à faire. C'est dommage que Laetitia est partie par rapport à une des remarques. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était l'intervention de madame Sylvie Loiseau, c'est qu'on ramène à chaque fois cette innovation vers l'humain et simplifier la relation humaine et aux usagers. Et je pense qu'on a très peu aussi insisté ce matin autour du usager final, même si on sait qu'il est là quelque part au fond, évidemment, mais je provoque volontairement. Et je pense aussi qu'il faut qu'on n'oublie pas l'amélioration des conditions de travail des personnes qui interviennent auprès des personnes âgées, que ça soit dans les institutions, à domicile, etc., etc. Et là, pourquoi je voulais insister sur l'intervention d'un médecin gériatre, jeune qui met une solution innovante pour faciliter la vie au quotidien, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une pénurie de professionnels dans les EHPAD, dans intervention à domicile, et notamment la lourdeur administrative d'être auprès d'une personne âgée, notamment comme la traçabilité, etc., est un frein à l'amélioration de l'attractivité de ces métiers. Donc aussi, dans l'innovation, essayons d'avancer non seulement pour l'usager, mais aussi pour le personnel qui intervient, parce qu'il y a plein de belles choses à faire. Et l'innovation, elle fonctionne toujours, effectivement, quand elle est utile et quand elle est... voilà. Donc, bravo, madame, de garder à chaque fois cette notion donc de humaniser la relation de soins et d'améliorer cette relation sociale avec la personne âgée. Et pour terminer, je suis très content de voir Alexandra ici, parce que dans les deux expériences que j'ai pu avoir 3 ans comme directeur général des EHPAD, voilà, Alexandra en 2018 était une qui est arrivée me voir et voir les équipes d'animation et de vie sociale pour nous présenter ces projets. Donc et je alors, pense vous que les avez professionnels, pris à l'époque, hein, bien sûr. Donc oui. on était, donc Bravo. elle a permis donc de faire sur les 2 maisons de retraite que je vais diriger donc son test. Hein. C'était son crash test en live auprès des résidents. Vu les étincelles dans les yeux des personnes âgées, bah écoutez, on a fait au maximum pour qu'elles puissent trouver les chemins de l'équipe de Parfait. la direction des achats, voilà, et continuer aussi dans ce sens-là, innover et faire confiance à des personnes qui portent des projets comme ça. Merci pour votre témoignage, monsieur. Merci. Autre remarque, autre question, à moins que vous vouliez réagir. Alors sur ces derniers mots, je vous remercie, nous vous remercions pour votre intervention. Je vous en prie, allez rejoindre la place. Ah, j'avais des questions ? Non, d'accord, ok. Ah, c'est un petit mot. Voilà, eh bien j'irai chercher la baguette, je le dis. Je plaisante. Christiane Flouquet, vous restez avec moi, s'il vous plaît ? Vous avez plusieurs casquettes, hein, vous l'avez dit, et pas des moindres. On peut se rasseoir, hein, toutes les deux. Pas des moindres. Vous êtes partenaire et acteur de la création de la filière régionale. Allez, une question un peu improvisée. Que retenez-vous de cette matinée ? Vous m'entendez ? Là, voilà. voilà. Mieux. Voilà. Ils n'étaient pas allumés, allez-y. Écoutez, je note bien sûr une vraie adhésion, un vrai enthousiasme, un vrai engagement. Je crois que c'est ça qui est surtout important, c'est l'engagement des acteurs. Bon, on est là pour ça, hein, la filière elle est là pour montrer l'engagement des porteurs,
et donc beaucoup d'optimisme sur la suite qui pourra être donnée. Les travaux qui ont été menés depuis quelques semaines en vue de cette journée tourner autour de quelques idées qu'on a bien retrouvées, hein, l'idée de simplification, mesure d'impact, une idée pas forcément bien comprise encore sur le label innovation sociale, est-ce que c'est pertinent ou pas, voilà, la question des financements dans la durée. Hein, ça, comment faire, et puis quels acteurs. Alors bon, effectivement, moi, au titre de la CNAV, j'ai évoqué les bailleurs sociaux, mais on sait bien qu'il y en a d'autres et que on est sur tous ces sujets. Et puis le think tank, donc qui pourrait être format adapté, plus pratique, hein, qui pourrait être. Donc on a bien retrouvé toutes ces idées. Je pense qu'il y a une vraie adhésion. Ça a été rappelé, on n'a peut-être pas assez parlé de la personne elle-même, mais elle était au cœur du... Elle était, je crois, au cœur, mais monsieur avait raison de le dire, mais les angles n'étaient pas nécessairement portés là-dessus. Lorsqu'on a parlé des services, on disait que aussi bien la G2R que l'assurance retraite, on pensait aux services, c'est forcément au service pour quelqu'un. Hein, voilà. Alors il y a des mots qu'on a évoqués, mais qui à mon avis méritent d'être encore plus tirés, c'est la notion d'inclusion. C'est vrai qu'on a certains d'entre nous, en tout cas les caisses de retraite, on a un regard très penché sur les personnes âgées, mais en fait les services, les projets que vous pouvez mener, ils ne marchent que s'ils sont inclusifs. Et que, bon, bien sûr, on va peut-être écarter le public très dépendant, pour lequel il faut une offre spécifique et un accompagnement particulier. Mais on va prendre le projet, hein, lorsqu'on l'a vu, nous... les flâneuses. Hein, les flâneuses, lorsqu'on l'a retenu, c'est parce qu'on s'est dit, il est inclusif. Voilà. Et d'ailleurs, les retours d'impact, c'est qu'il est presque plus utilisé par les jeunes que par les vieux. Hein, voilà. Donc, et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on est vraiment sur cette notion-là qui me paraît importante à garder, qui est au cœur de nos réflexions. Peut-être aussi sur la notion de prévention, et ça rejoint un peu la remarque de madame qui parlait des aidants, et il y a beaucoup de choses autour des aidants, mais donc il y a toute une acculturation à renforcer encore, mais la vraie prévention, c'est de s'adresser aux utilisateurs le plus tôt possible. Voilà. Alors on le dit régulièrement, la prévention elle commence à l'école maternelle, mais bon, simplement nous on a décidé qu'on le faisait à partir du passage à la retraite. Bon, déjà pas mal, parce que les personnes qui passent à la retraite ne se sentent pas du tout concernées par la vieillesse, c'est pas eux, c'est leurs parents, donc on peut en parler plus facilement. Voilà. Et donc ça, c'est une vraie stratégie globale. Si on veut que la prévention soit vraiment au cœur de tous les dispositifs, il faut la faire vivre et faire de l'aménagement du logement. Bon, Luc Broussy a parlé de MaPrimeAdapt, on va être des acteurs de MaPrimeAdapt, clairement. On va enfin pouvoir réaliser à une échelle nationale la mise en œuvre de dispositifs qu'on mettait déjà en place, hein, mais qu'on mettait en place d'une manière un peu locale. Voilà. Et tout ça, ça ne pourra se faire que parce que tous les acteurs seront concernés par l'adaptation du logement, par l'intérêt de le faire le plus tôt possible. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment, on peut cocher beaucoup de cases, hein, c'est vrai. Par rapport aux objectifs. En tout cas, moi, je le dis. Je ne sais pas si dans le résumé, monsieur le vous ferez, vous retiendrez ça, mais en tout cas, vous n'aviez pas dit. En tout cas, on espère avoir. Je pense qu'on a vraiment. On s'est dit ensemble qu'on était tous d'accord sur la plupart des sujets, donc c'est pas mal. Bravo à tous. Merci. Vous pouvez rester avec moi pour conclure cette matinée extrêmement riche en propositions et en réflexions. Je vous propose d'accueillir tout de suite Mathieu Alapetite, délégué général adjoint de France Silver Eco. Vous venez absolument où vous souhaitez. Vous pouvez la tribune, si vous le souhaitez. Je rappelle que Silver Eco est une association qui est mandatée par l'État pour organiser et animer la filière de la Silver Economy. Votre conclusion, monsieur ? On va vous mettre du jus sur votre tribune. Voilà. Merci beaucoup. Et bonjour à tous.
j'ai le périlleux exercice de l'intervention avant le repas, donc je vais faire assez rapide. Effectivement, donc Francis Loreco, qui est l'animateur de la filière Silver Economy. Je voulais simplement remercier et féliciter Laurence Lafont, Nicolas Menet pour Silver Valley, Isabelle Dufour pour Gérondif, et puis la région Île-de-France à travers Benjamin Schroun qui était là en introduction. Pour revenir rapidement sur le rôle de France Silver Eco, c'est vraiment d'animer la filière au niveau national, vu qu'on a parlé avec les conseils nationaux, mais également au niveau territorial, avec le Tour de France des Silver Régions, qui arrive à son terme, au moins sur la partie métropolitaine. Moi, je suis ravi parce qu'on a eu un peu moins de travail que pour les autres étapes, parce que là, voilà, ces assises font office d'étapes franciliennes, et l'idée, c'est toujours de montrer le dynamisme de la région, de l'écosystème régional. Et là, je crois que le défi est relevé, et ça montre notamment les défis qui attendent pour la suite. En tout cas, le dynamisme est là. Globalement, pour rappel, ce Tour de France, il est à l'initiative de la filière et puis de 3 partenaires importants, la CNSA, la Caisse des dépôts et puis H2R La Mondiale. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avancer avec ces acteurs-là. Et si je peux faire un petit rappel, quel est l'objectif de ce Tour de France? C'est vraiment d'avoir à terme un maillage territorial de produits de services au service de l'autonomie sur l'ensemble du territoire national, casser les logiques de silos, créer des liens, créer des ponts entre les acteurs et fédérer l'ensemble des acteurs, les acteurs publics, les acteurs privés, associatifs. Et je l'ai beaucoup entendu ce matin, et j'y tiens beaucoup, moi aussi ça me tient à cœur, les acteurs de l'innovation technologique comme sociale. Je crois qu'il y a un vrai sujet là-dessus, et surtout, je crois faciliter les ponts entre ces deux natures d'innovation qui, à mon avis, peuvent se répondre. On peut innover dans le numérique, mais on peut aussi faire de la médiation numérique pour que les personnes puissent aller vers le numérique et s'en servir. Ça, c'est vraiment 2 innovations qui se répondent. Pourquoi l'objectif, au-delà de ce maillage territorial, on parle beaucoup donc de transition démographique, on parle de projection à 2040-2050. La transition démographique, elle est déjà maintenant. Et aujourd'hui, cette décennie que l'on traverse 2020-2030, nous aurons en 2030 plus 900 000 65-74 ans et plus 2 millions de 75-84 ans. C'est pas forcément un âge où on devient dépendant, mais c'est un âge assez clé où il faut prendre des décisions en termes de maintien à domicile ou autre, des décisions clés. Et donc il faut avoir accès facilement à des produits et services permettant de maintenir ou d'améliorer son autonomie. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de solutions opérationnelles très rapidement. Et donc c'est un peu le triptyque des solutions que l'on souhaite pousser sur le territoire. Ces solutions, elles doivent être innovantes, elles doivent être pérennes dans le temps, avec un modèle économique, une visibilité économique, et adaptées au public et au territoire. Et c'est pour ça que sur l'intégralité des étapes que l'on mène et que l'on a menées, on associe toujours 3 acteurs clés. Le gérontopôle, les clusters globalement, et puis les Limig Labs, pour être sûr que les solutions visent juste. Et puis donc ça montre bien, la première chose qui montre que cette étape est réussie, c'est qu'on coche toutes les cases en termes d'acteurs à associer à la démarche. Le deuxième critère qui montre pour moi que l'étape est réussie, c'est quand on voit la maturité de la réflexion à travers les thématiques qui sont abordées. Et si on réfléchit un petit peu aux travaux de la filière et aux thématiques un peu clés d'une politique de prévention de la perte d'autonomie telle que nous la voyons, acteurs de la Silver Economy, le premier c'est le parc résidentiel senior, c'est du logement à adapter jusqu'à l'EHPAD en passant par l'ensemble des solutions intermédiaires. Sauf erreur, on en a parlé amplement ce matin, notamment l'adaptation du logement. La deuxième chose, c'est la mobilité et l'aménagement du territoire, mais la mobilité, pouvoir se déplacer depuis son domicile, si on reste chez soi. Et on en a parlé également, moi je suis ravi, les flâneuses ont amplement présenté leur projet, et soit un petit peu le parent pauvre, la mobilité, là on en a quand même parlé, c'est extrêmement intéressant. Le troisième point, c'est globalement la santé de prévention, c'est l'e-santé, c'est l'accès à une alimentation de qualité, l'activité physique, on en a également parlé, la mobilité est une condition de cela. Le point suivant, c'est l'inclusion sociale au sens large, rester dans la société, impliqué dans la société, acteur de sa vie personnelle le plus longtemps possible, accéder aux loisirs, accéder à la culture, on en a amplement parlé, et beaucoup de solutions typiquement de réalité virtuelle qui ont été présentées ce matin apportent ce genre de choses. Donc encore une fois, cette case est cochée. Le dernier point, un peu des 5 piliers, ce sont les aidants, et beaucoup de choses présentées encore ce matin sont censées faciliter la vie des aidants et des aidés. Et puis le dernier point, c'est qui transcende un petit peu ces 5 thématiques, c'est le numérique.
mais le numérique tente dans sa partie opportunité, dans sa partie risque. Attention à l'exclusion numérique. Et encore une fois, j'en reviens à cet enjeu d'innovation croisée, sociale et technologique, qui peuvent se répondre au service de l'amélioration du quotidien. Donc pour conclure, avant le repas, je crois que c'est une vraie, très belle étape du Tour de France. Je félicite vraiment tous les organisateurs. Et au nom du grossier de la filière, je vous félicite. Et vous pouvez compter sur Francille Lureco et la filière pour poursuivre cette structuration et vraiment au service du bien vieillir sur l'ensemble de la région Île-de-France. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Mathieu Alapetite. Allez, vous l'avez compris, les premières assises régionales se poursuivent autour d'un déjeuner où vous pourrez encore échanger. Autre temps fort de l'après-midi, vous retrouverez 22 acteurs de la Silver Economy. Il y a des startups, il y a les acteurs qui les accompagnent, donc vous êtes au bon endroit pour pouvoir découvrir de nouvelles solutions et échanger, évidemment en faveur des seniors. Bon après-midi et bons travaux.